Bonjour à toutes et à tous. Transition énergétique, abaissement des barrières à l'entrée de l'accessibilité aux énergies renouvelables, appétence pour les circuits courts sont autant de facteurs qui nous amènent aujourd'hui sur le chemin d'une modification profonde de notre système électrique. Comment pourrait-il perdurer tel qu'on le connaît alors que les citoyennes et les citoyens sont de plus en plus nombreux à adopter des comportements plus vertueux, mais aussi plus sobres en termes de consommation de ressources? Comment effectuer une transition vers la croissance verte basée sur les énergies propres et comment accompagner l'autoconsommation? Je suis Anaïs Richardin, directrice de la rédaction de Madines, et pour répondre à ces questions et à toutes celles que vous vous posez, j'ai la joie d'accueillir ce matin Hervé Mathieu-Ricourt, CEO France B2C d'Engie, Alexandre Koster, fondateur et CEO de Baobab Plus, une start-up qui commercialise des kits solaires en Afrique, et Brian Ejark, président de l'association L'Archipel et youtubeur qui a effectué un changement drastique de vie pour tendre vers l'autonomie totale. Je vous inviterai tous et toutes aussi à poser les questions que vous avez en tête sur l'appli SparkUp, dont vous trouverez le lien très rapidement sur cet écran, avec un petit code, et les plus intéressantes, celles qui seront le plus likées par la salle, arriveront directement sur mon iPad et je pourrai les poser aux intervenants. Alors, pour votre première question, peut-être on va commencer par faire un bilan de l'énergie en France, pour que tout le monde soit au même niveau de connaissance. Aujourd'hui, Hervé Mathieu, quel est notre mix énergétique et vers quoi tendons-nous? Bonjour Anaïs, bonjour Briand, Alexandre et toute la salle. Quelques chiffres. En France, on produit à peu près 500 TWh d'électricité. Et qu'est-ce qui est super important de retenir? C'est qu'il y a moins de 10 ans, il y en avait 25 faits avec de l'éolien et du solaire. Et l'année dernière, on était probablement à 50. Donc on a doublé en moins de 10 ans la production en éolien et au solaire. Et un autre chiffre qui est peut-être très important à retenir, c'est qu'on produit environ en France 450 millions de tonnes de CO2 par an. C'est ça qui pose problème à l'évolution de notre planète, dont 60 par les particuliers, les gens comme nous, là, chez nous, dans notre vie de tous les jours. Et chez Engie, qu'est-ce qu'on veut? Alors d'une part, développer beaucoup plus le renouvelable dans la production, et puis d'autre part, ces 60 millions, dans les 10 ans qui viennent, ces 60 millions de tonnes, on a envie de les réduire de 10 millions. Sur 10 ans, une bonne dizaine de millions. En fait, on veut construire un modèle de déconsommation qui prenne soin de l'environnement, mais aussi des gens. Parce que ça ne doit pas être quelque chose qui rend la vie difficile pour nos clients ou tous les Français. Alors pour ça, on a 3 grandes idées, 3 étapes. La première, c'est qu'on propose à tous les Français de se fournir en électricité verte. La deuxième, c'est qu'on propose à tous les Français de changer les équipements qui consomment trop, les équipements énergivores. Puis la troisième, c'est vraiment l'objet de votre keynote, c'est qu'on dit aux Français, mais là, on est en train de préparer un changement. La production, la gestion de l'électricité, elle peut être locale. Elle peut être produite par des gens, hein, Briand, c'est incroyable ce que tu fais. Elle peut être économisée par des gens localement. Elle peut être échangée par des clients localement. C'est vraiment notre projet chez Engie de rentrer dans cette troisième étape le plus vite possible. Et alors, comment on fait ça? Quelles solutions est-ce qu'on peut mettre en place? Et est-ce qu'elles sont facilement accessibles? Alors aujourd'hui, si vous avez envie d'installer des panneaux photovoltaïques sur votre toit et de produire de l'électricité, vous pouvez. Engie vous apporte une solution, on l'appelle MyPower. À partir de 7 000 € ou 70 € par mois, vous produisez de l'électricité. Et ça va réduire votre facture de 30 ou 40% si vous êtes dans une maison de 4 personnes dans le sud de la France, mais c'est aussi vrai dans le nord de la France. Vous pouvez également faire ce qu'on appelle de l'effacement. C'est-à-dire que, et ça c'est un aspect d'avenir et qui rejoint très bien ce que vous expliquez dans Power to Change, on peut dire à un client, tiens, au moment où l'électricité, tout le monde en a besoin, ce qu'on appelle la pointe, c'est ce moment-là qu'on va produire le plus d'électricité, mais aussi de CO2, parce qu'on démarre des très grosses usines qui produisent beaucoup de CO2. À ce moment-là, vous, clients, vous pouvez décider d'arrêter pendant quelques minutes votre pompe à chaleur. Ça va réduire la température chez vous de 1 degré pendant 15 minutes, vous n'allez même pas vous en rendre compte. Alors si un seul client le fait, ça ne change pas grand-chose. Si des centaines de millions de clients le font, ça changera tout. Et je vais me permettre de reprendre un des verbatims là, de Power to Change. Vous avez vraiment bien choisi le titre là, de cette table ronde.
Ce n'est pas les grands changements dont on a besoin, mais c'est une somme de tout petits changements partout. Et nous, c'est ça qu'on veut faire. Vous voyez, je me suis permis de venir avec mon petit badge, j'agis avec Engie. C'est ce qu'on dit à nos clients, c'est ce qu'on dit aux Français. Vous pouvez agir avec Engie, des contrats verts, du remplacement d'équipements, et puis basculer dans une logique où c'est local. La production est locale, l'économie est locale, même l'échange est local. On a des très très bons exemples sur notre stand, j'invite beaucoup de gens à aller le voir, de ce qu'on fait localement en termes d'autoconsommation. Et alors, juste une question sur plutôt marketing. Est-ce que c'est pas un effet de mode, tout ça? Brian, je crois que tu avais une réponse à ce sujet. Alors, un effet de mode, oui, mais parce qu'il y a beaucoup d'attentes. Une personne comme moi qui explique comment on installe ça, ça implique beaucoup de questions et c'est pas que des modes. Il y a des gens qui ont peur, des gens qui ont de plus en plus de mal à accéder à l'énergie parce que c'est assez cher. Et il existe quelques solutions et peut-être que les gens suivent ça parce qu'il n'y a peut-être pas le choix. Et alors, on parle souvent du leapfrog africain pour qualifier la manière dont le continent africain saute des étapes dans son développement et transforme un retard économique en avantage. Sans jamais avoir eu de système centralisé d'électricité, les Africains se mettent massivement au solaire. Alexandre, à quel rythme les kits solaires ont-ils été adoptés en Afrique? Et est-ce qu'il y a vraiment un leapfrog sur l'énergie en Afrique? Alors on voit effectivement en Afrique une accélération de ce leapfrog énergétique qui est surtout lié au fait qu'on prend des pays comme le Mali ou Madagascar où 80% de la population en zone rurale n'a tout simplement pas accès au réseau. Donc en fait les gens sont encore à utiliser des lanternes, des bougies, etc. Il y a eu quand même une baisse assez forte ces dernières décennies sur tout ce qui était justement les panneaux solaires, les lampes LED, etc. Et arrivé du coup des solutions qu'on appelle un peu des kits solaires plug and play, accessibles justement pour ces personnes-là. Et c'est là où a commencé l'accélération de l'équipement. Deuxième point qui a aussi accéléré l'accès à l'énergie décentralisée avec ces kits solaires, c'est le leapfrog qu'a fait l'Afrique aussi sur les moyens de paiement. C'est-à-dire que le problème, c'est que ces gens vivent dans des zones assez reculées, souvent difficilement accessibles, et donc pour pouvoir payer, c'était assez compliqué, puisque ces gens ne peuvent pas acheter cash ces kits solaires. Et donc, c'est une histoire de système de leasing où ils vont payer l'équivalent de 30, 40, 50 centimes d'euros par jour, et ils vont pouvoir le faire aujourd'hui par mobile money, puisque le mobile money, c'est vraiment étendu sur l'ensemble de l'Afrique aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas il y a une dizaine d'années. Donc, entre le leapfrog, finalement, des moyens de paiement, et la réduction des coûts de la production des systèmes solaires a fait qu'aujourd'hui, on voit que massivement, dans les zones rurales, c'est une solution qui leur coûte le même prix que des bougies ou du kérosène par jour, mais ils peuvent enfin pouvoir avoir accès à l'électricité et du coup à bien d'autres choses, puisque là, c'est pas l'idée, comme en Europe, d'essayer de réduire une consommation, mais c'est tout simplement déjà d'avoir le droit à la lumière, à ce que ses enfants puissent étudier le soir, que la femme puisse cuisiner avec de la lumière, de pouvoir continuer à travailler, etc. Mais alors massivement, ça veut dire quoi? Est-ce qu'on peut avoir des chiffres sur la croissance? Aujourd'hui, sur ce volet kit solaire en tant que tel, aujourd'hui il est assez difficile de recenser. En tout cas, l'association du secteur, Gogla, parle aujourd'hui sur des kits recensés par leur association de secteur. On est à peu près plus de 4 millions de foyers aujourd'hui qui ont été équipés sur l'Afrique et une partie de l'Asie avec ces systèmes-là. Après, il y a beaucoup aussi d'économies informelles qui se développent avec d'autres kits, donc c'est difficile. Mais on voit, et moi je le vois, nous on a démarré il y a à peine 4 ans, on est déjà présent dans 4 pays, on a plus de 150 000 foyers qui ont été équipés et ça ne fait que s'accélérer. Donc il y a clairement une vraie demande aujourd'hui et un besoin. Et dans toutes ces régions-là, ça n'a aucun sens de tirer les réseaux qui coûtent extrêmement cher avec une faible consommation par habitant. Et donc c'est une solution qui fait complètement sens. Ok, et alors le seul chiffre qu'on a donné sur le coût des kits solaires, c'est en France 7 000 €. Du coup, combien coûte un kit solaire Baobab Plus pour les Africains? Et au bout de combien de temps est-ce qu'ils deviennent propriétaires de leur kit solaire? Alors, ça dépend du besoin et de la gamme, mais c'est des kits qui vont entre à peu près une centaine d'euros. Donc là, c'est un petit panneau qui permet d'avoir au moins 3-4 points lumineux et une batterie lithium avec des prises USB pour qu'ils puissent au moins charger leur téléphone et autres. Après, avec des plus gros kits qui vont pour pouvoir alimenter effectivement ordinateur, télé ou ventilateur. Et même encore un peu plus gros, là on va arriver plutôt sur du 3-4 000 € quand c'est ce qu'on appelle plus des kits productifs qui servent aussi pour les micro-entrepreneurs, les auto-entrepreneurs dans les zones rurales qui veulent justement développer aussi une économie locale maintenant qu'ils ont accès à des systèmes énergétiques.
Ok, et alors en Afrique, la population donc, qui avait peu accès à l'énergie trouve dans le solaire une solution donc, abordable, comme on vient de le voir, et relativement accessible. Et en France, on a une frange croissante de la population qui se met à produire sa propre énergie. On est donc sur 2 zones géographiques bien différentes et pourtant une même solution qui se dessine. Alors est-ce qu'on pourrait, dans le futur, arriver au même système énergétique? Est-ce que la France et le continent africain pourraient tous les deux connaître une forte décentralisation et consommer et produire une énergie locale? La question s'adresse à vous trois. Je pense que c'est une tendance de fond. Ça va prendre des années. Vous parliez de mode. On n'est pas du tout dans des phénomènes de mode. Je vais l'illustrer avec 2 façons. Quand on vend notre MyPower, on a des dizaines de clients qui ont accepté... Le kit à 7 000 € du coup? Nos kits à partir de 7 000 €, hein, ça dépend de la taille de votre toit. On a des dizaines de clients qui ont accepté d'être des ambassadeurs. C'est-à-dire, on leur a dit, c'est pas un contrat, mais on leur a dit, est-ce que vous acceptez que quand on a quelqu'un intéressé par la solution, il n'a pas encore acheté, mais il est intéressé, il vous appelle pour discuter avec vous. On a des dizaines de clients qui ont accepté ça, d'être ambassadeurs. 90% des gens qui n'ont pas encore le kit et qui ont appelé un ambassadeur, ensuite, achètent le kit. On n'est pas dans de la mode. On est sur des sujets comme MyPower où vous installez des panneaux photovoltaïques sur votre toit et un onduleur dans votre cave qui ne sont pas des sujets de mode. C'est des sujets où quand les gens prennent la décision d'y aller, c'est parce que ça représente quelque chose d'important pour eux. Et quand on constate ces taux, on en est dans des taux, si vous voulez, d'efficacité de l'ambassadeur des voitures allemandes d'il y a 20 ans, quoi, hein, voyez-vous. Et puis il y a peut-être un deuxième exemple, par exemple sur l'électricité verte qu'on vend massivement. On a 3 millions de clients dans l'électricité verte en France. On commence quand même à voir qu'il y a des gens qui nous disent « Ok, mais c'est un coût, l'électricité verte, c'est vrai, nous, on supporte ce coût. Et j'aimerais quand même avoir de l'électricité encore moins chère si c'était possible. » Donc on a construit pour les professionnels la possibilité, une offre qui s'appelle Activ'Air, où on dit aux professionnels « Tu choisis le pourcentage d'électricité verte que tu veux dans ta consommation. » 85% d'entre eux prennent 100%, alors qu'il y a un léger surcoût dans ce cas qui est proposé. Donc on n'est pas du tout dans du phénomène de mode. Et il me semble que, si vous voulez, ça rejoint ce qu'on voit chez d'autres marques. Les consommateurs, ils veulent de la frugalité. J'étais frappé, il y a 30 ans, il n'y avait que les gens qui vendaient des cigarettes qui étaient dans la déconsommation. Maintenant, depuis 5 ou 6 ans, on a les gens des télécoms. On avait des pubs d'un grand opérateur il n'y a pas si longtemps, dans les murs de Paris, qui disaient « Éteignez un peu votre téléphone ». Et depuis hier, je découvre dans la presse que même les dates limites d'utilisation des produits alimentaires dans les grands magasins, ceux qui les fabriquent commencent à se dire « Tiens, il faut qu'on fasse attention que ça ne soit pas acheté trop tôt ». Donc on a vraiment un phénomène de fond chez tous les Français qui sont sur la frugalité. Et on doit absolument accompagner ce mouvement. C'est pour ça que nous, on pense qu'il faut aider les gens à avoir des pas différents. Le pas d'accéder à de l'électricité verte, le pas de changer ses équipements, et puis la bascule dans cette consommation locale. Et là, moi je trouve fantastique ce qui se fait en Afrique, parce que je suis convaincu que c'est des produits qui vont finir par rentrer partout, et dans 5 ans, 10 ans, 8 ans, on utilisera les kits africains pour des tas de petites utilisations en France auxquelles on n'avait pas pensé. Moi, pour reprendre un peu ce qu'il disait tout à l'heure, je pense qu'il faut que tout le monde comprenne en France, mais en Europe de manière générale, chacun a sa part à jouer aussi, et c'est sur les économies, mais on ne peut pas toujours compter sur les gouvernements pour qu'ils nous mettent des champs d'éoliennes de partout, enfin les gouvernements ou les entreprises, mais des champs d'éoliennes, des champs solaires, etc. Si chaque Français mettait ne serait-ce qu'un petit panneau solaire, et comme il disait, si c'est 10 personnes, il n'y a pas d'impact, mais si c'est des dizaines, des centaines de millions de personnes, l'impact sera là. Donc je pense que chacun, petit à petit, a son rôle à jouer aussi. On parle beaucoup de cette transition de problèmes climatiques, mais que chacun à son niveau puisse jouer ce rôle. Et donc en tout cas, ces solutions qu'aujourd'hui on utilise en Afrique, parce que là, on part carrément de zones hors réseau, et petit à petit, je pense qu'en Europe, c'est important aussi, même si ça ne peut pas être en autonomie totale comme Brian forcément, mais en tout cas déjà, amener sa part. Merci. Je me permets de rajouter, on parle beaucoup du marché africain, et même vivant en France, moi, malheureusement, je n'étais pas raccordé à l'électricité, et pour tirer l'électricité, on me demandait 6 000 €, sachant que le kit que j'ai acheté il y a 2 ans, il coûtait 4 300 €, et maintenant, le même kit
vaut 3 200 €, donc ça a déjà baissé, notamment parce que tout ce qui est exportation chinoise, elles étaient fortement taxées en France, et ça fait partie aussi de notre envie en France de développer les énergies dites vertes, renouvelables, moi je dirais, et donc maintenant ça devient très accessible. Donc c'est un kit chinois que vous avez. De toute façon, le marché chinois, il a dévoré le marché européen. On avait pas mal de producteurs de panneaux photovoltaïques en Europe. Ils ont été soit rachetés, soit ils ont coulé, parce que le marché chinois vend des panneaux. Alors, par exemple, maintenant, on peut avoir un prix pour 150 €, on peut avoir un panneau de 300 watts crête. Là où ça coûtait il y a 2-3 ans, allez, on va dire 4 ans, on pouvait l'avoir à 500 €. Donc ils ont fait dégringoler le prix du marché. Et alors justement sur ce prix, on a une question du public là-dessus, comment est-ce qu'on explique l'écart de prix entre les kits solaires vendus en France et les kits solaires vendus en Afrique? Et la dégringolade, est-ce que c'est les matières, les ressources qu'on utilise, ou d'où est-ce que ça vient en fait, cet écart de prix? Le produit n'est pas du tout le même. Le produit n'est pas du tout le même. Exact. Pardon. Je me permets parce que j'ai 10% à peu près des personnes qui regardent mes vidéos qui viennent d'Afrique, notamment là où ils sont francophones, et ils achètent en Europe directement parce qu'ils se sont aperçus que ce que fournissaient les Chinois quand ils envoyaient du matériel en Afrique était de mauvaise qualité. Donc ils commandent directement en Europe, sur des sites qui vendent des kits directement en ligne. Et puis il n'existe pas malheureusement encore de sites de vente en ligne africains. Et puis, voyez, nous, quand on dit 7 000 €, qu'est-ce qu'on fait? C'est évidemment le matériel, la pose, la prise en charge de tout un tas de démarches administratives. C'est un des sujets à régler. Hein. Si on veut progresser énormément dans ce que tu évoquais, qui est très vrai, c'est que chacun puisse faire un pas, il faut que ce soit plus simple, et notamment d'un point de vue administratif. Donc nous, on vend un produit qui est un produit clé en main pour le client. C'est très différent de l'achat d'un kit installé par un client lui-même, parfois sur une surface beaucoup plus petite. Nous, on vend un produit qui permet de dire à une famille de 4 personnes qui a une maison de 120 mètres carrés, tu vas réduire ta facture électrique de 30%. Donc de l'ordre de 500 jusqu'à 700 € par an, quoi. Et puis oui, je pense que c'est aussi la dimension de la taille. Quand je parlais des kits, une centaine d'euros, ça permet juste... Enfin, il faut savoir que la consommation de quelqu'un qui vient d'un village qui n'a jamais eu accès à l'électricité n'a rien à voir. Au 15 janvier à peu près, un Européen moyen avait dépensé l'équivalent en termes de consommation énergétique de ce qu'en moyenne un Africain va dépenser sur l'année. Donc vous voyez le ratio 15 jours. Donc forcément, en termes de système aussi de kit solaire, on ne va pas être sur le même dimensionnement. Après, on propose des plus grosses choses pour ceux qui vont l'utiliser à titre professionnel aussi. Mais déjà, donc, nous, on peut aussi se poser la question peut-être de notre consommation aussi, puisque finalement, eux, avec des kits quelques centaines d'euros, ça leur suffit. Alors, ils n'ont pas les mêmes besoins que nous, mais est-ce que nous aussi, on n'est pas dans un modèle où on crée du besoin? Alors on parle d'équipement. Aujourd'hui, la volonté d'Engie, c'est de créer des communautés énergétiques. Est-ce que les solutions nécessaires à la création de ces communautés, donc qui produisent et vendent de l'électricité entre voisins, par exemple, est-ce que ces solutions sont prêtes? Et il y a notamment un gros enjeu sur le stockage énergétique. Est-ce qu'on est aujourd'hui capable de stocker l'énergie et de la réinjecter? Ça peut être aussi intéressant de parler du stockage entre la voiture et l'habitation. On est en train d'y entrer. Hein. On est en train d'entrer dans tout ce qui permet de faire de la production, du partage et de l'économie locale. C'est vraiment les 3 étapes qui nous semblent être très importantes de porter au client. Hein. La première, c'est de lui dire tu peux acheter de l'électricité verte. Donc déjà, tu vas contribuer à une protection de la planète par un acte tout simple qui est de changer la nature de ton contrat. Nous, on a 3 millions de clients qui font ça. La deuxième étape, on dit aux clients, sur tous tes équipements qui sont à domicile, ta pompe à chaleur, ta chaudière, ton ballon d'eau chaude, ton radiateur, tu peux changer l'équipement que parfois tu as depuis 20 ans, 15 ans ou 30 ans par quelque chose qui consomme beaucoup moins. Par exemple, sur les radiateurs, on commence à investir dans une petite start-up qui va devenir énorme, elle s'appelle Lancet. Qu'est-ce que fait ce radiateur? Il a des batteries tout en bas qu'on va pouvoir utiliser pour les recharger quand l'électricité est non seulement peu chère, mais surtout au moment où elle n'est pas à la pointe, et puis décharger au moment de la pointe.
Et puis la troisième étape que tu évoques, Anaïs, c'est on peut faire du local. Le local, c'est produire sur son toit, on a évoqué MyPower, c'est produire sur son toit pour soi-même, c'est ce qu'on appelle l'autoconsommation, et c'est aussi produire sur son toit et partager avec ses voisins. Et ça, nous, on le démarre là en ce moment. On va l'annoncer prochainement sur une île, en France. On va installer sur 4 maisons, 4 installations qui permettent de faire du photovoltaïque, et puis une vingtaine de maisons autour qui vont pouvoir pratiquer de l'échange avec ces consommations. Et on ajoute à ça tout un tas de choses, parce que ce n'est pas que de la production et du partage de production. La gestion du local, c'est aussi de pouvoir économiser l'énergie au moment où elle est coûteuse, mais surtout pour la planète. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure avec l'effacement. Et la gestion du local, tu viens de l'évoquer, dans quelques années, ça va être d'utiliser, on n'y est pas encore tout à fait technologiquement, mais on va y venir, ça va être d'utiliser la batterie de la voiture. Pourquoi ? Parce qu'au moment où on est à la pointe, ce n'est pas le moment où il faut remplir la batterie de la voiture. En revanche, c'est le moment où on peut utiliser cette batterie pour décharger le réseau. Et puis ensuite, dans la nuit, on va pouvoir charger la voiture au bon moment. Donc la batterie aujourd'hui, évidemment, permet de faire du stockage. On a même des clients qui en achètent. Ce n'est pas encore économiquement rentable pour le client. Et pourtant, on a des clients qui en achètent. Mais nous, ce qu'on pense surtout dans l'avenir, c'est que petit à petit, c'est cette... Pardon, c'est un peu du jargon, hein, mais c'est cet écosystème local qui va se développer. C'est l'énorme changement qu'on est en train d'observer et sur lequel on a construit tous les produits. D'ailleurs, à nouveau, vraiment, hein, j'invite les gens qui participent à Madi Keynote à aller voir tout ce qu'on présente dans notre stand en bas. C'est incroyable, quoi. C'est incroyable, tous les produits. Il y a du développement produit dans l'électricité colossal au niveau du consommateur. Mais alors ces produits-là, et ça on en discutait quand on préparait la table ronde, ils sont plus pour les aires rurales que les aires urbaines. Je suppose qu'à Paris c'est quand même compliqué d'installer un panneau photovoltaïque sur le toit de son bâtiment. Comment est-ce qu'on consomme de l'énergie verte dans les grandes zones urbaines, à part l'acheter ? En fait on ne peut pas faire autrement. Il y a des solutions alternatives dans les zones urbaines très denses. Il y a des réseaux de chaleur. Il y a plein de façons de faire, il y a des réseaux de froid, de faire de l'économie d'énergie autrement. Il ne faut pas du tout exclure la production d'électricité grâce au soleil. C'est simplement un peu plus compliqué, mais surtout pour des raisons que je qualifierais d'administratives. Ce n'est pas une critique qui est de l'administration, on en a absolument besoin. Simplement, quand vous êtes un immeuble avec 10 appartements, bah, c'est une copropriété, il faut un accord de tout le monde, voyez-vous. Et puis, en revanche, ça touche tout ce qui est le périurbain et le rural. Mais le périurbain, c'est énorme. Le périurbain, c'est énorme. Sur les 10 millions de personnes qui vivent en région parisienne, il doit y en avoir 7 qui sont en périurbain. Ils ont des solutions pour leur toit, ils ont des solutions pour leurs véhicules, ils ont des solutions de recharge. Donc on n'est qu'au début de la mise en œuvre de tout ça, avec un énorme travail sur le périurbain et effectivement le rural. Okay. Et alors, au-delà d'autoproduction et d'autoconsommation, on en a parlé juste avant, on parle aussi souvent de déconsommation, comme d'un passage obligé, hein, on ne pourra pas faire autrement. Brian, comment s'est passée votre transition vers l'autonomie et vers, du coup, la déconsommation, puisque quand on produit sa propre électricité, on y fait gaffe? L'énergie la moins chère, c'est celle qu'on ne produit pas. Donc, effectivement, j'ai totalement réduit mon niveau de vie. Le souci, c'est qu'on nous dit souvent faut moins consommer, mais avant de moins consommer, je pense qu'il faut comprendre son énergie. Et c'est ce que j'explique sur la chaîne souvent. Je leur dis, n'hésitez pas, ça vaut une dizaine d'euros à mettre des wattmètres, des consomètres, pour voir ce que vous consommez réellement. Je pense qu'il y a d'autres systèmes sur mobile. Maintenant, on peut brancher directement sur le panneau électrique. On peut brancher des petits systèmes. Il y a une start-up qui fait ça. Et puis, on voit sur le mobile ce qu'on consomme. Et je pense que c'est la première étape. Et après, oui, ça engage beaucoup de choses différentes. Par exemple, moi, j'ai pas de ballon d'eau chaude. Enfin, il y en a qui se disent, mais comment il fait? Non, je vous rassure, je me douche à l'eau chaude, mais j'utilise une bouilloire. Parce que voilà, une douche, qu'elle fasse 10 litres ou 100 litres, c'est la même chose. On se lave, on met du savon et puis après on se rince et je pense qu'on est aussi propre. Est-ce que vous pouvez juste nous expliquer combien ça vous a coûté, cette transition, de passer donc, de Paris à là où vous êtes aujourd'hui? C'est un changement de vie totale, mais qui coûte combien? On parle en argent ou humainement?
Ah bah les deux. Ah, les deux. En argent, en tout, j'ai acheté une maison qui était dans une région où l'immobilier n'est pas cher. Donc j'ai acheté une maison à 28 000 euros. C'est une maisonnette. Elle fait 25 mètres carrés. J'avais un appartement de 20 mètres carrés à Paris, donc ça n'a rien changé. Prix d'une place de parking à Paris. Exactement. Et puis niveau consommation, donc mon premier kit a été de 4 300 euros. J'ai quelques carences en hiver, parce qu'on me demandait ce que ça implique. Par exemple, j'ai 20 jours à l'année où je consomme très peu, parce que je produis très peu. Mais qu'est-ce que 20 jours sur 365? Après, faut voir. Et puis, humainement, j'ai l'impression de contribuer à ma manière, puisque je consomme beaucoup moins, donc moins d'énergie produite, donc normalement moins de pollution. Et alors juste sur la déconsommation, nous on est plus qu'en juin, donc à déconsommer, enfin à consommer moins d'électricité. En Afrique, est-ce qu'on peut savoir ce que les kits solaires que vous proposez permettent de faire dans un foyer normal? C'est combien d'heures d'électricité? C'est plutôt pour cuisiner, plutôt pour allumer des lampes? À quoi ça sert précisément? Alors, comme je disais, il y a différentes gammes en fonction des besoins, mais l'idée c'est que le kit vraiment de base pour l'accès à l'énergie dans un premier temps, l'idée c'est de pouvoir la journée en tout cas recharger leur téléphone, etc. Puisqu'auparavant ils faisaient des kilomètres pour aller charger dans la première ville, et puis surtout le soir qu'il y ait la lumière dans l'ensemble de la maison. Pour que chacun puisse cuisiner, étudier, travailler, même en termes de sécurité, c'est un impact. Et aussi au niveau de la santé, puisque les lampes à pétrole dans les chambres des enfants, c'est quand même pas terrible. Donc ça leur permet, alors en plus on est quand même dans une zone en Afrique où c'est une des régions dans le monde où le taux d'ensoleillement est le plus fort. Donc ce que je disais tout à l'heure, Brian, je pense qu'ils ont moins de problématiques, il y a quand même moins de jours de brouillard, et même en saison des pluies, il y a toujours le soleil qui perce, etc. Donc c'est clairement une région du monde où le solaire a réellement sa place, et nos clients ont pas vraiment de carence, en fait, puisqu'en tout cas pour s'éclairer ou regarder la télé, même aujourd'hui on lance des petits frigos, etc. Mais encore une fois, le frigo, c'était pas dans leurs habitudes. Donc l'idée, c'est de voir, on le pousse plutôt sur des entrepreneurs qui justement ont des boutiques et des choses comme ça. Mais est-ce qu'on a envie de transformer, de créer du besoin sur des biens de consommation que les gens n'ont jamais utilisés? Donc l'énergie, c'est bien, mais justement, on discute avec nos clients pour voir. Pas faire la même erreur partout. Exactement. Okay. Et sur le sujet de la déconsommation, on parlait d'effacement tout à l'heure, donc le fait de se retirer du réseau quand il y a un pic de consommation. Comment est-ce que ça fonctionne chez Engie? Quels sont peut-être des chiffres sur le nombre de clients qui consentent à faire cet effort? On parle beaucoup de responsabilité individuelle, et il faudrait qu'on puisse prendre le pouls du nombre de personnes qui réellement consentent à cet effort. Bon, ça démarre, hein. On a quelques centaines de clients. Le principe de ce qu'on appelle l'effacement, ça existe depuis longtemps dans l'industrie. C'est-à-dire qu'au moment où on est à la pointe sur un réseau, on peut demander à un très gros industriel, mais c'est très compliqué en termes de complexe, en termes de mise en œuvre, d'arrêter de faire fonctionner son usine qui coûte. Donc ça, c'est compliqué. Non, ce qui est en train de changer là maintenant et qu'on fait, c'est qu'on peut avoir des centaines, on ne les a pas encore, on n'en a que pour l'instant que quelques centaines, on vient de démarrer. Hein. On va avoir dans les semaines qui viennent, on va obtenir de ce qu'on appelle le réseau national, ça s'appelle la RTE, la possibilité de déclencher l'effacement. C'est quoi l'effacement? C'est le réseau qui dit, là j'ai besoin qu'on arrête, mais tout de suite. C'est pas dans une demi-heure, c'est dans les minutes qui viennent, j'ai besoin qu'il y ait beaucoup moins de demandes d'électricité. Si un client particulier le fait, ça ne sert à rien. Le jour où on en aura des centaines de milliers, ce sera fantastique. Comment ça marche? On installe un équipement électronique, et là on est vraiment dans ce que fait Madi Keynote, quoi. C'est dingue. C'est-à-dire tout ça, ça n'était pas possible il y a 20 ans, voyez-vous. On installe un équipement qui est à la fois électronique et physique sur le tableau du client, le tableau électrique du client. Et puis cet équipement, il est d'un côté relié soit à la pompe à chaleur, soit au radiateur. Il est de l'autre, en temps réel, relié au réseau. Et il remonte en permanence la consommation d'électricité de la pompe à chaleur ou des radiateurs, et il descend en permanence les instructions du réseau. Et au moment où le réseau a dit « j'ai besoin qu'il y ait moins d'utilisation d'électricité », il envoie un signal en temps réel qui va dire au petit équipement électronique ou physique « là, on arrête la pompe à chaleur pendant 2 minutes » ou « on arrête les radiateurs pendant 1 minute ». C'est ça, de faire de l'effacement. Comment les clients l'acceptent-ils? On leur dit tout simplement: est-ce que vous acceptez que pendant les périodes où on en aura besoin,
on fasse de l'effacement. Et vous savez quoi, si vous voulez, sur votre mobile, tu l'évoquais, quand vous n'avez pas envie, vous mettez que vous n'êtes pas d'accord. Et tous les clients acceptent. Pourquoi? Parce qu'on leur apporte un bénéfice qui est de piloter leur chauffage électrique à distance grâce à ce mobile. Et puis un deuxième bénéfice qui est naturel pour eux. 60% des gens, dit le médiateur national de l'énergie, 60% des Français disent « Mais ouais, moi je veux des offres d'électricité verte, je veux bien y souscrire ». Cette prise de conscience, elle est profonde. On parlait de l'aspect mode. Donc quand en plus on va voir des clients qu'on leur dit « Tu vas pouvoir piloter ton équipement de chauffage à distance », et tu vas pouvoir contribuer à la transition énergétique en acceptant simplement de faire de l'effacement quelques minutes par jour, mais les clients sont d'accord. Ils sont responsables. Alors, les citoyens et citoyennes sont responsables, c'est très bien. Vous êtes président de la branche B2C, mais comment ça se passe dans le B2B? Parce que les entreprises quand même et l'industrie sont très gourmands en énergie. Donc si nous on fait des efforts, ok c'est cool, mais l'impact réel c'est aussi si l'industrie s'y met. Est-ce que les entreprises aussi participent à ce grand effort national de l'effacement? Alors là c'est la stratégie d'Engie. Là, je vais parler de mon groupe, c'est pas de ce que je fais au quotidien sur les clients particuliers, mais comme le dit notre directrice générale, il y a quelques années, on vendait de l'énergie aux clients et ils nous payaient pour ça. Et maintenant, on vend aux clients des moyens de réduire leur consommation d'énergie et ils nous payent pour ça. C'est le métier d'Engie maintenant. C'est d'aller voir, en dehors du B2C, dont on a parlé depuis une demi-heure, c'est d'aller voir des entreprises et puis de leur dire, vous savez quoi, vous pouvez faire tel et tel type d'investissement sur le chauffage, sur la production, votre outil industriel, sur l'électricité consommée par vos collaborateurs, sur le froid. Et bien, tous ces investissements que vous pouvez faire, ils vont réduire votre consommation d'énergie et on vend ces solutions et les entreprises les achètent. Et donc, nous sommes devenus un groupe énergétique qui, après avoir surtout produit, maintenant fait deux choses. D'une part, produire du verre. D'autre part, vendre à des gens, vendre des solutions qui permettent de réduire la consommation d'énergie. Je l'évoquais tout à l'heure, pour les clients particuliers, on fait ça. On a 3 millions de clients en électricité verte, donc ils achètent de l'électricité qui est verte. Et on a des dizaines et des dizaines de milliers de ventes chaque année d'équipements qui consomment moins par rapport à des équipements qui consommaient beaucoup. Et on bascule dans cette troisième étape qu'on a longuement évoquée là, qui est de dire maintenant à faire de la production, de l'effacement, du stockage, du partage local. Ok, et alors une question du public, justement sur le fait que vous vendez une solution de décroissance. Pourquoi est-ce que l'énergie verte est plus chère? Alors, on ne vend pas une solution de décroissance, vous l'avez dit, on l'a bien évoqué, on vend des solutions de déconsommation. On n'est pas du tout en train de dire, d'ailleurs on n'y croit pas, enfin, j'aimerais bien avoir votre opinion là-dessus. Moi je pense, Brillant, tu es un modèle. Tu es un modèle qui montre jusqu'à quel point on peut aller très loin. Mais je sais, moi, qu'il y a plein de Français qui n'ont pas envie d'expérimenter ce que tu fais, ce n'est pas leur choix. En revanche, ça nous montre, je l'évoquais en tout début, on a 60 millions de tonnes de CO2 tous les ans produites par les particuliers. Nous, Engie, avec tout ce qu'on est en train de faire, on pense là, sur les 10 années qui viennent, qu'on va réussir à baisser tout ça de 10 millions. On a un gros quart du marché, et puis ça va croître. Si tous nos concurrents font comme nous, on parle de 40 millions. Et puis, la production de CO2, c'est beaucoup le véhicule, le transport chez les particuliers. Donc si le transport se met, on va passer à 80 millions. On a les moyens de faire une année blanche pour le climat. Vous voyez, on a fait l'année blanche pour les impôts, on peut faire l'année blanche pour la planète, dans les 10 ans qui viennent, avec tout cet ensemble de solutions. Et c'est ça, c'est ça, faire de la déconsommation, avec des façons qui, pour les clients, ne sont pas des occasions de réduction du confort. Mais qui sont l'occasion de mettre la main au portefeuille. Donc la déconsommation demande quand même un investissement financier de la part des clients et des clientes. Alors, dans le cas de MyPower qu'on évoquait tout à l'heure, il faut investir pour s'équiper sur son toit, mais vous avez un bénéfice ensuite tous les ans, qui est vous réduisez votre facture électrique d'un tiers tous les ans. Et puis si vous n'avez pas envie d'investir, parce que parfois les gens n'ont pas envie d'investir, vous pouvez payer 70 € par mois pendant plusieurs années.
Donc, quand vous remplacez une chaudière qui n'est pas performante par une chaudière qui est beaucoup plus performante, vous allez réduire votre consommation de 15 ou 20% de gaz. C'est super bien pour la planète, mais c'est aussi très très bien pour... Donc oui, on est dans des logiques où le client, c'est un peu notre deuxième axe de développement, hein, vous l'avez compris, on lui dit remplace tes équipements énergivores par des équipements moins énergivores, tu vas en tirer un vrai bénéfice, quoi. Voilà. Quant à l'électricité verte elle-même, qu'est-ce que c'est que l'électricité verte que nous vendons? On a 3 millions de clients en la moitié. C'est quelque chose où on subventionne les producteurs d'énergie renouvelable. Donc ça a un coût, mais ce coût, c'est nous qui le supportons. C'est-à-dire qu'on l'intègre dans notre... On ne fait pas surpayer aux clients. J'ai juste donné l'exemple, dans le cas des professionnels, où on commence à voir des zones de clients où les gens disent « mais moi, je veux vraiment le prix le plus bas, le plus bas, le plus bas, le plus bas ». Dans ces cas-là, on veut quand même avoir la possibilité de leur dire « si vous voulez avoir de l'électricité dite verte, eh bien, il faut que vous fassiez le choix. Dans ce cas-là, vous payez un peu plus, mais on vous donne la possibilité d'avoir entre 10 et 100%. C'est notre offre Activair. Et là, on s'aperçoit que 85% des gens, ils disent « ok, mais je vais quand même les payer, quoi, les euros pour avoir du vert ». Donc, soit notre démarche, et ce qu'on fait depuis 2016, on a 3 millions de clients en électricité verte, on prend le surcoût, donc ça réduit notre marge, on le prend à notre charge, soit on met personne de côté, on développe des parties, des approches plus segmentées du marché, et là on dit aux clients, ok, si vous voulez de l'électricité verte, parce que vraiment ce qui vous intéresse c'est le prix le plus bas, on vous offre quand même la possibilité d'y souscrire avec un petit surcoût, et on s'aperçoit que les clients le font, ils choisissent ce surcoût. Ok, donc là on parle beaucoup des coûts, mais il y a quand même pas mal... Pardon, tu voulais ajouter quelque chose? Non, je disais, quand on parle d'émissions de CO2, c'est vrai qu'en France, je ne veux pas faire polémique, mais on a quand même une production qui est aussi beaucoup faite par le nucléaire, qui produit très peu de CO2. Donc il faut même parfois moins que le solaire. Après, il y a d'autres problématiques de déchets nucléaires, mais c'est quand même un pays où le nucléaire aujourd'hui produit peu de CO2, contrairement à beaucoup de pays en voie de développement, où ils sont encore, mais même en Europe, hein, mais là où on voit, moi là, dans les parties où je travaille, c'est beaucoup des centrales à charbon, à fioul, etc., qui, elles, par contre, produisent énormément de CO2. C'est là où les énergies renouvelables vertes doivent jouer un rôle essentiel. On dit souvent qu'il suffit d'une petite pastille sur une map monde au milieu du Sahara en panneaux solaires, ça pourrait quasiment couvrir l'ensemble du besoin énergétique mondial. Donc il y a effectivement, il faut bouger vers ça. Mais pour moi, en France, je pense que c'est aussi beaucoup une idée de façon de consommer, comme on disait, pour justement réduire ce besoin-là. Mais je pense qu'il y a aussi un vrai débat autour de l'énergie nucléaire qui, en soi, est purement en termes de CO2 et même parfois plus propre que certaines énergies vertes où derrière il faut aussi voir qu'est-ce qu'on va faire dans 20 ans, dans 30 ans de ces éoliennes, de ces panneaux solaires. Donc moi je crois beaucoup à la recherche qui travaille justement sur comment recycler à l'avenir ces solutions-là, mais il faut quand même qu'on les ait en tête et qu'on y pense dès maintenant. Après, il y a d'autres externalités négatives au nucléaire. Mais du coup, on parlait du coût et du besoin de consommer de l'électricité. Quels sont les autres freins qu'on a aujourd'hui au développement de l'autoproduction et au système décentralisé? Alors, Brian, tu parlais du coût humain aussi. Est-ce qu'il y a d'autres freins, notamment administratifs? Est-ce que c'est galère aujourd'hui d'être dans l'autoconsommation? Alors non, beaucoup moins depuis un décret qui est passé, c'est une loi qui est passée en février 2017. Elle permet l'autoproduction et l'autoconsommation. Par contre, ça a été réduit à 3 kW crête de production. Il faut savoir que moi, je suis à 2 kW crête, donc ça laisse quand même encore une marge. On peut faire des choses avec ça. Et voilà. Okay. D'autres freins? Nous, en Afrique, on peut avoir quelques problèmes, donc c'est en pleine discussion avec les différents gouvernements, mais c'est quelque chose d'assez nouveau qui arrive très vite, massivement, souvent géré par des startups ou le secteur privé. Donc forcément, les gouvernements ont envie d'un peu d'essayer de réglementer ça, et donc on est quand même souvent en discussion. Où dans certains pays on a eu peur même qu'ils stoppent parce qu'ils préfèrent que ce soit quelque chose qui soit aujourd'hui public ou géré en tout cas par les entreprises nationales qui gèrent l'électricité et les réseaux. Les gouvernements se posent la question, est-ce que c'est vraiment de l'accès à l'énergie, un kit solaire autonome? Parce que dans la tête des gens, etc., c'est être câblé au réseau, avoir l'énergie. Donc il y a aussi changer un peu un mindset dans les mentalités, que avoir l'accès à l'énergie, c'est pas forcément être câblé au réseau, mais ça peut être effectivement d'être autonome. Donc nous, on discute beaucoup avec les gouvernements. Et effectivement, il y a un travail pour changer ces mentalités-là. Il y a 4 freins et il y en a un qui est levé.
Le premier frein, c'est la prise de conscience. C'est bon, je crois vraiment, hein, et 60% des clients, ils veulent de l'électricité verte. Enfin, ils sont prêts à souscrire, quoi. Ça y est, tout le monde a compris, quoi. Donc, la prise de conscience, ça, ce frein est levé. Le deuxième, c'est qu'est-ce que je peux faire? Et ça, il n'est pas encore levé. Et là, il faut que tous les Français comprennent qu'ils peuvent faire des tas de choses, qu'ils viennent nous voir déjà. Le troisième, c'est est-ce que je peux faire des tas de choses? Tu l'évoquais, Briand, le réglementaire. Donc il faut absolument que le cadre réglementaire, c'est un système réglementaire, il évolue. Il est en train d'évoluer. Et puis le quatrième, c'est il faut que ce soit simple et rapide. Et donc il faut qu'il y ait tout un tas de mesures sur du déploiement simple et rapide de tout ce qui permet de faire de la production, de la consommation et de la gestion locale. Aux Pays-Bas, c'est 6 semaines pour installer un équipement de photovoltaïque sur son toit. En France, c'est 6 mois. Et là, donc on rentre, c'est le quatrième frein. Hein. Il y a le frein réglementaire est en train de se lever, et le frein de la complexité de mise en œuvre n'est pas encore complètement levé. Et puis il y a ce deuxième frein qui est les gens, qu'est-ce que je peux faire? C'est ça qu'ils se disent. Et bien là, il faut qu'on en parle tous, c'est ce qu'on fait là, ici, avec vous, Madi. Il faut qu'on ait, nous, des offres qui soient super claires, il faut que les clients se disent, tiens, ça c'est clair, ce qui me vend, j'ai compris, voilà ce que ça va me rapporter. Et puis il faut qu'ils soient convaincus, quand il va basculer, ce ne sera pas compliqué, ça ne va pas prendre trop de temps, et ça marchera, voyez-vous. Et ce deuxième frein, c'est notre job, hein, de faire que les gens se disent, ok, qu'est-ce que je peux faire, je vais le faire. Et c'est notre objectif, là, maintenant, chez Engie, tous les jours. Peut-être petit point, hein, la production solaire dans le monde entier, tu as complètement raison, c'est majeur. Hein. On sait que maintenant, dans tous les pays où il y a du soleil, c'est 20 ou 25 euros de production du mégawattheure. On arrive à des niveaux où l'énergie juste à produire, hein, après il faut la transporter et tout, etc. Mais elle était 10 ou 15 fois plus élevée il y a 10 ans. C'est absolument inouï, hein, ce qui est en train de se passer. Quoi. Et alors, on a une dernière question du public qui a recueilli pas mal de votes. Donc, évidemment, on va la poser. Pour ne pas voir le sujet par le petit bout de la lorgnette, il y a quand même un impact environnemental qui est non négligeable de l'énergie verte, que ce soit le changement d'équipement et donc tout ce qu'on met au rebut, comme l'extraction des terres rares pour produire les panneaux photovoltaïques, etc. Quelle est votre position là-dessus, Engie, sur justement l'impact environnemental de l'énergie verte? Parce que d'un côté, c'est positif, mais de l'autre, pas vraiment. Alors ça, c'est des sujets qui sont très difficiles. Il faut simplement travailler. Vous voyez, par exemple, en préparant cette Madi Keynote, je cherchais, mais combien la France produit-elle de tonnes de CO2 par an? Il y a 2 chiffres. Vous avez le chiffre qui correspond à ce qu'on produit par notre vie de tous les jours, et puis aux exportations qu'on fait en dehors du pays. Et puis il y a le chiffre qui correspond à notre production de tous les jours, et au coût du CO2 des importations. Donc il y en a un, celui que je vous ai donné, c'est 450 millions de tonnes de CO2. C'est tout ce qu'on fait par notre quotidien et puis tout le coût du CO2 dans ce qu'on exporte. Et l'autre, il est plus proche de 700. Donc tout ça pour dire que c'est des sujets sur lesquels on doit travailler et comprendre. Tu l'évoquais, le nucléaire, il a des externalités négatives. Travaillons, essayons de comprendre ce qu'elles sont. Affinons, faisons travailler des scientifiques, faisons des tests, faisons de la statistique. Mais ça ne doit pas nous interdire de se lancer dans ce qui nous semble très important. Il faut que les clients basculent, ils aient des possibilités de le faire simple sur des achats de contrats d'énergie. Il faut qu'ils remplacent des équipements énergivores. Quel risque prenons-nous, quoi? On n'en prend pas pour la facture du client, on n'en prend pas pour la planète. Certes, on peut en prendre de façon marginale sur le traitement ultérieur des déchets, mais au moins faisons quelque chose maintenant. Et puis le troisième, faisons de la production, de la consommation et d'utilisation locale. Ok, alors vraiment la dernière question là, parce qu'on n'a plus le temps. Un futur 100% énergie verte, ça vous semble possible, souhaitable? Tout à l'heure, j'ai dit énergie renouvelable et pas énergie verte. J'ai une notion que même moi, dans ma manière de vivre, je fais appel à des technologies qui font appel à de l'extraction de terres rares. Faut savoir qu'un panneau photovoltaïque, c'est quand même essentiellement du silicium et de l'aluminium. Donc on peut refondre tout ça, bon, ça reprend de l'énergie aussi, mais je veux dire, ce ne sont pas des choses que l'on perd, on doit peut-être perdre un petit peu en recyclant, et voilà. Je pense qu'il y a déjà des évolutions qui se font. Nous, on travaille avec un partenaire américain justement qui design nos panneaux solaires. Il vient justement de nous annoncer qu'ils ont trouvé des solutions pour utiliser moins de silicium, moins d'aluminium, etc. Donc moi je suis assez d'accord, c'est que ce qu'il faut regarder, c'est ce qu'il y avait avant. C'est comme lorsqu'on est dans des villages et on a des bailleurs qui nous disent « Ah mais dans vos kits solaires, il y a des batteries lithium ».
c'est pas bien. Mais j'allais dire, oui, mais ça remplace l'équivalent de 2 piles par jour que les gens jetaient dans la nature, dans les villages, et on voit des amas de piles de batteries de mauvaise qualité que les gens cumulaient. Donc, entre une batterie qui va lui durer 5 ans, 6 ans, et un amas de piles qui va cumuler pendant 6 ans, qui jette dans la nature, il y a un moment, il faut aller vers les évolutions, même s'il y a toujours des choses. Et moi, je crois beaucoup, effectivement, aux évolutions technologiques qui vont permettre petit à petit de trouver des solutions sur ces systèmes-là. Mais comme je disais, il faut qu'on les ait en tête, et je pense que tout le monde les a, et y travaille. Mais oui, je pense qu'en tout cas, avoir un monde demain qui puisse être sur le vert, ou en tout cas le renouvelable, ou en tout cas qui consomme moins de CO2, de toute façon, je pense qu'on n'a juste pas le choix. Donc il faut qu'on pousse pour y aller. Un petit mot de clôture. Je vais conclure sur le verbatim de Power to Change. Ce que tu évoques, c'est le grand changement. Et il est super, on l'appelle tous de nos voeux. Mais ce qui va faire que ça se fait, c'est de passer par en bas et d'avoir des tas et des tas de petits changements qui, à la fin, nous emmèneront vers ce grand changement. Okay. Merci à tous les trois pour le temps que vous avez passé avec nous ce matin. Merci à tous d'avoir été là. Merci à toutes. Et je vous donne rendez-vous dans 10 minutes pour la prochaine table ronde sur la mobilité.